Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Manfoutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun. Je suis Christelle Charlier, coach professionnel spécialisée en intelligence émotionnelle et deep coaching. Mon métier, aider les gens à atteindre des objectifs qu'ils pensent inaccessibles. Exploratrice du manfoutisme et de la spiritualité, j'aide à lâcher prise et à réaliser les rêves en réveillant les potentiels endormis. Ensemble, dans ce podcast, fruit de 10 années de travail psychologique et spirituel, nous plongeons dans les profondeurs de l'exploration de soi, que ce soit au travers d'interviews inspirantes, de personnalités connues et moins connues, ou des épisodes où je partage mes réflexions sur la souveraineté individuelle. Humour, réflexion, liberté de penser et de dire sont les maîtres mots de ce podcast. Aujourd'hui, c'est interview. J'ai le plaisir d'accueillir Florentine Van Thiel pour qu'elle nous parle de sa propre vision de la souveraineté intérieure et nous aide dans notre propre cheminement personnel. Florentine, je l'ai rencontrée au sein de l'association Les Coachings du Cœur, dont nous sommes toutes les deux membres bénévoles, et qui permet à toute personne, que ce soit dans le cadre pro ou perso, de se faire accompagner par un coach dès lors que ses revenus sont inférieurs à 1 700 €. Ce qui m'a attirée particulièrement chez Florentine, c'est d'abord la douceur qui se dégage de sa façon d'être, mais aussi parce qu'elle pratique l'iki-coaching. Elle accompagne les pros et les particuliers au travers des chevaux et de la pratique notamment de l'équitation. Intriguée, quelque peu dubitative et pas forcément convaincue par la démarche, mais ne voulant pas mourir idiote, j'ai donc contacté Florentine pour qu'elle m'explique ce qui l'a poussée à développer cette activité il y a 16 ans. C'est une très belle rencontre humaine, émotionnelle et authentique. Je vous propose ce partage d'expérience sur l'Iki-Coaching parce que c'est une magnifique démonstration que, pour chaque coach et sa pratique, il y a un point de départ déterminant, sa propre histoire. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la découvrir. Allez, c'est parti. Bonjour Florentine, merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci beaucoup, Christelle. C'est vraiment avec joie que je participe. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à cette présentation? Oui, merci de me poser la question parce qu'il y a quelque chose qui me semble très important à préciser, c'est que il n'y a pas d'équitation dans l'équicoaching. L'équitation, c'est monter sur le dos de l'animal. Or, l'équicoaching, c'est vraiment une rencontre sur le même plan, de cœur à cœur, on se voit les yeux dans les yeux. Quand on est sur le dos de quelqu'un d'autre, on le domine. Or, précisément, là, la rencontre, il n'y a pas de jeu de domination, de manipulation. On est dans l'authenticité, dans la vérité de qui on est. Et les chevaux ont le chic de nous ramener là où on est et pas là où on prétend vouloir être. J'ai un chat, il n'a pas la même taille, c'est pas le même gabarit, mais effectivement, je suis assez d'accord. On revient dans la vérité. On peut pas jouer, on peut pas tricher avec un animal. Non, pas du tout, effectivement. Alors en 2020, enfin dans les années 2000, tu as tout plaqué, si je ne m'abuse. Marie travaille à la Commission européenne. C'est quoi l'impulsion de vie qui t'a poussé à cela? Enfin, si tu es d'accord pour le partager. Oui, 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 oui. Mais l'impulsion de vie, c'était que je me trouvais être rentrée dans une espèce de moule. Au départ, je suis quelqu'un qui adhère assez vite à ce qu'on me propose, et puis à un moment donné, je me suis sentie étouffée à la Commission européenne parce que je voyais plus trop le sens de ce que je faisais. En fait, quand je suis rentrée à la Commission européenne, c'était en 1981, je pense. Mais c'est toujours par contrat déterminé. Je suis jamais passée par le statut de fonctionnaire. Mais j'avais cet idéal que la Commission européenne, c'était quelque chose qui avait été créé après la guerre 40-45 pour que tous les États européens se réunissent et que tout le monde puisse avoir suffisamment à manger dans son assiette. En gros, et très schématique, moi, c'est ce que je voyais. Donc, grande utopiste que je suis rentrée là-dedans joyeusement et je suis tombée 10 étages, même si je travaillais au 22e. Parce que, en fin de compte, c'est pas du tout ça. C'est vraiment du fonctionnariat.
les gens se regroupent par nationalité et je ne voyais plus du tout le sens. Je ne suis pas la seule parce que j'ai gardé des contacts encore aujourd'hui avec des amis qui sont fonctionnaires et qui vivent pas très bien le fait d'être à la Commission européenne. Maintenant, elles ont probablement plus que moi un besoin de certitude et de savoir qu'elles ont un toit sur la tête et qu'il y a un salaire confortable qui tombe tous les mois. Moi, je suis quelqu'un qui prend des risques en fait. Et donc, j'ai pris le risque d'abandonner tout ça parce que bon, je pense que j'avais cette injonction parentale de rentrer dans une administration parce que là, on est casé jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'était non, un grand non. Et le mariage, mais ça y ressemblait un peu, c'est-à-dire que j'y suis rentrée joyeusement. J'étais vraiment folle d'amour pour cet homme-là. Euh, et puis j'ai très vite déchanté parce que on n'a pas défini en fait quel était notre projet de couple et notre projet, il n'était pas le même dans sa tête que dans la mienne. Et quand on s'est rendu compte de ça, ben, on s'est réveillé, il était trop tard, on avait la bague au doigt. En fait, ce que tu me dis dans les deux situations, c'est qu'il y avait un problème de sens et en même temps de direction aussi, hein. Il y a les deux sens, ouais. Voilà, de sens, de se sentir à sa place, de direction et un besoin d'élévation que je ne trouvais pas dans mon quotidien. Donc, c'est ça qui m'a fait prendre le risque de me dire, OK, là aussi, dans ma famille, le divorce, c'était pas bien vu. J'ai divorcé, j'ai quitté la Commission européenne et voilà. Donc, en fait, tu as quitté, on va dire, quelque part, les conditionnements, ce qu'on t'avait inculqué, pour décider de tracer ton propre chemin. Oui, c'est ça, et un peu à l'aveugle parce que j'avais pas de carte routière non plus pour y aller. Donc, c'est vraiment découvrir, et ça, c'est un cheval qui m'a fait découvrir ça, c'est découvrir que le vivant autour de moi vivait des émotions, que c'était pas des trucs, voilà, la nature, elle est faite pour être labourée, les arbres, c'est fait pour être coupés, les chiens, c'est fait pour garder. J'ai été éduquée avec cette idée que chaque chose avait une fonction, mais pas d'émotion. Or oui, on a une fonction, mais on a des émotions, et c'est ce qui nous fait bouger de ces différentes fonctions, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais sens, j'aime mieux. On a un sens dans nos vies, et c'est souvent nos émotions qui nous guident vers ce sens. J'entends aussi que tu parles de lien et de relation au vivant. Oui. Alors qu'effectivement, la fonction, c'est dissocier. Chacun à sa place, il n'y a rien, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Et dès que tu crées de la relation, les émotions, les énergies circulent. Et là, ça prend du sens. Et ça prend du sens, c'est exactement ça. Tu résumes avec euh, plus de... C'est plus joli la manière dont dont tu résumes ma pensée, merci. Je t'en prie, mais tu sais, c'est souvent comme ça. On a l'impression qu'en fait, l'autre résume mieux, mais c'est plutôt les auditeurs qui vont choisir quelle est la vision, la formulation qui leur correspond le mieux. Tu sais, c'est toujours comme ça. Exactement. Je crois que j'y mets beaucoup de passion et quelquefois je me perds en fait dans mes explications parce que je suis une passionnée de base. Est-ce que tu avais une idée à l'époque de ce que tu cherchais en quittant le confort de ton couple et de ton salaire à la Commission européenne? Alors c'est très amusant que tu choisisses le mot confort parce que pour moi c'était de l'inconfort. Et c'est... Alors effectivement, l'inconfort peut être vécu comme quelque chose de confortable euh, et c'est ce qui fait qu'on reste dans la situation dans laquelle on se trouve. Moi, j'étais dans un inconfort qui me faisait souffrir. Je souffrais. Donc, c'était pas une zone de confort pour moi que d'avoir un salaire et de me lever tous les matins pour aller m'emmerder derrière un ordinateur à encoder des chiffres ou à aller imprimer des papiers, d'aller les donner, de faire des révérences à tel et tel parce qu'il était un supérieur hiérarchique, mais par ailleurs un être humain
complètement déjanté et pas humain du tout, en fait, parce que la plupart des gens qui sont là euh, sont des juristes ou des statisticiens, mais qui ne sont pas en lien précisément. On revient à ça. Ils ne sont pas en lien avec leur nature, ils ne sont pas en lien avec la nature. Et je voyais ça et ça me crevait les yeux. Et en fait, dans mon couple, je souffrais d'être avec un homme qui n'était pas heureux avec moi et j'étais pas heureuse avec lui non plus. Et je me demandais, mais comment c'est possible de pouvoir être tombé en amour aussi fort et d'avoir l'impression finalement de s'être brûlé les ailes et de ne plus trouver que des cendres en face de soi tout le matin. C'est arrivé d'un coup? C'est ce besoin subitement de changer ta vie ou est-ce que c'est quelque chose qui a été mûri? C'est pas arrivé d'un coup, c'était très progressif. Par contre, il y a eu un déclencheur. Oui, ouais. C'est quoi le déclencheur? Ben, le déclencheur, en tout cas dans mon mariage, ça a été un truc complètement idiot où mon mari m'a dit, alors que j'étais en train de, de ranger ses chemises dans l'armoire, il m'a dit, mais je t'ai déjà dit de pas les mettre là, mets-les là. Alors que c'était moi qui rangeais les chemises. Tout d'un coup, j'ai regardé par la fenêtre, il faisait vraiment beau, le ciel était tout bleu, et ça a été vraiment une image de, mais la vie, elle est dehors. Elle n'est pas en train de ranger les chemises. Et là, je lui ai dit, bah, écoute, tu vas ranger tes chemises. Moi, je vais acheter le journal. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Moi, je vais acheter le journal et je vais chercher un appartement. Je m'en vais, c'est fini. Depuis tout à l'heure, tu me parles tout le temps de l'extérieur, hein, des animaux, des plantes, etc. Là, tu viens de parler aussi bah, du ciel, du soleil. Donc, c'est dehors que ça se passe. Alors, moi, Oui. j'ai envie de savoir, elle est née d'où ta passion pour le cheval? Est-ce qu'on en parle de cette façon-là d'ailleurs? Parce que moi, je n'y connais absolument rien de nos chers équidés. Donc, Mais c'est très intéressant, en fait, cette question que tu me poses parce que euh, mon, mon grand-père paternel était un fanatique de chevaux. Malheureusement, je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort très très jeune, il est mort à l'âge de 36 ans. Mais il y avait quelque chose dans mes cellules par rapport aux chevaux qui a fait que j'ai toujours été attirée par cet animal. Petite, les chevaux, les ânes, j'adorais. Par contre, mon, ma mère surtout, c'était hors de question. Je pense qu'elle avait dans la tête cette idée assez fréquemment répandue hein, auprès des mères, c'est que si j'apprenais à monter à cheval, j'allais me déchirer ma virginité, et ça allait être une catastrophe. Et donc, l'équitation, ça a été interdit pour moi. Et je me suis autorisée l'équitation à l'âge de 18 ans seulement. Et j'y suis allée en petit cours. Et en même temps, la première fois que je suis montée à cheval, mais j'étais mais terrorisée, comme si je franchissais un interdit absolu. Donc, je pense que ma mère, elle a fait elle m'a envoyé ce message de quelque chose de sexuel d'interdit, de tabou, et qu'il fallait absolument pas que je me l'autorise. donc en gros, quand tu es monté sur ce cheval, t'as pas eu peur du cheval, mais tu as eu peur parce qu'en fait, ta mère t'avait induit des croyances vis-à-vis de l'équitation. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Et quand même, la puissance du cheval m'a vraiment impressionnée. Et je pense que là, ça a été Argentine, elle s'appelait. Je pense que ça a été ma première prise de conscience avec l'énergie que peut dégager un être vivant. Une puissance, une chaleur et bizarrement une chaleur maternelle. Argentine était maternante, elle était contenante, ce que ma mère n'a jamais été.
Et j'ai vraiment senti ça. Elle avait ses flancs étaient chaleureux, elle était très douce, elle sentait que j'avais peur et elle prenait soin de moi, mais c'était extrêmement touchant. Et au fur et à mesure, comment s'est transformée la relation? Est-ce que tu t'es sentie à ta place? Est-ce que ça a donné du sens? Je me suis sentie à ma place, ça a donné du sens, ça a guéri aussi toutes ces croyances limitantes et ces interdits. Et puis, bon, là, ça a été le tout premier contact. Et puis, c'est que bien plus tard, en fait, que je suis revenue vers les chevaux. Je faisais de temps en temps un tour à poney à droite ou à gauche, mais je n- c'est vraiment plus tard, c'est vers 40 ans que ça, et avec mon mari encore à l'époque, que j'ai eu vraiment cette prise de conscience. Mais il y a quelque chose vraiment à aller explorer de ce côté-là. Bah écoute, ça tombe super bien parce que j'allais justement poser la question en lien avec l'equi-coaching. C'est quoi le contexte qui t'a amené justement à cette pratique? Alors, le contexte, il n'a pas vraiment à voir directement avec le cheval. C'est que le seul projet qu'on avait, mon mari et moi, j'ai dit qu'on n'avait pas de projet, mais on en avait quand même un qui est assez lambda, hein, c'était d'avoir un enfant ensemble. Il avait déjà deux fils. Et donc, mais parce que j'avais une quarantaine d'années et que je suis tombée sur un gentil gynécologue qui m'a dit les femmes, c'est comme les pots de yaourt, il y a une date de péremption. Donc, allons-y, on part en PMA. C'est classe comme expression. Ah oui, c'est agréable, hein, c'est vraiment agréable. La violence dans le milieu. J'ai pris dès le départ la violence et j'aurais dû arrêter là, j'ai pas fait. La violence du corps médical, verbale et physique. Parce que je me suis effectivement lancée dans ce parcours de procréation médicalement assistée. Ça m'a mis dans des états psychologiques, physiques absolument atroces. Mon mari était complètement dépassé. Lui, il avait deux enfants, donc il n'avait pas de raison de se remettre en question par rapport à ça. Et bon, est arrivé le jour qui devait arriver où il a apporté sa petite contribution. Pas de bonne grâce, certes, mais il l'a fait. Et je l'en remercie pour ça. Et ça a été atroce. J'ai été littéralement violée. Donc, je me suis retrouvée sur une table métallique, attachée les bras et les mains, les jambes écartées, les bras attachés à la table. Et il y avait trois femmes et un homme, deux infirmières qui discutaient de leurs heures supplémentaires, la femme médecin qui faisait le prélèvement d'ovules et un homme que je ne voyais pas en plus, j'entendais juste la voix qui disait non, non, non. Cette femme qui me triturait, mais c'était atroce, mais il n'y avait aucune humanité dans ce moment. Il y a des émotions qui me reviennent. Mais comment ça se fait qu'on t'a attaché? Ah, ça, je ne sais pas. Je j'ai pas compris. Que les jambes soient dans des gouttières, ça me semble assez normal, ce qu'on appelle des gouttières. Mais que je me sois retrouvée attachée, donc c'est vraiment ce qu'on appelle pieds et poings liés. Je n'ai aucune idée de ce pourquoi. Et à un moment donné, elle me disait que ce n'était pas normal que j'ai mal. Ok. Et elle voulait finalement me faire taire en m'anesthésiant. Et j'ai refusé. Puis à un moment donné, elle m'a dit, oh, j'en veux encore deux, trois. Est-ce que vous m'autorisez à les prendre? J'ai dit non, c'est suffit. Et là, elle a enlevé ses gants, elle m'a lâché, elle m'a laissé avec les jambes en l'air. Les deux autres qui discutaient de leurs heures supplémentaires sont revenus à leur fonction, hein. Et donc, elles m'ont ramené en chambre, elles m'ont donné un Doliprane et elles m'ont laissé là pendant 4 heures. Et normalement, j'aurais dû rester encore jusqu'au lendemain, mais c'était intenable. J'ai demandé à rentrer et j'ai dû signer une décharge. Comme quoi il se déchargeait de toute responsabilité du fait de me permettre de rentrer chez moi.
que je voulais te demander, c'est est-ce que on t'a fait un diagnostic parce que là, ça sent potentiellement, je suis pas une experte, mais le psychotrauma quand même. Hein, parce que si tu as vécu ça comme un viol, d'un point de vue psychologique, pour toi, c'est un viol, point bas, il n'y a pas à discuter là-dessus. Est-ce que tu as eu un accompagnement? Alors, effectivement, cette femme médecin m'a proposé des médicaments, elle m'a proposé un psychiatre, elle m'a proposé un psychologue, et, euh, et j'ai refusé tout. Les médicaments, certainement pas, parce que c'était une manière d'anesthésier ce que j'avais vécu. Un psychiatre, il aurait fini par me donner des médicaments aussi, je ne voulais pas. Un psychologue, j'en avais une qui m'accompagnait, et je ne me suis pas sentie soutenue. Et donc j'ai arrêté. Et en même temps, de parler encore de ça sans être comprise, puisqu'en plus c'était une femme qui avait des enfants, ça ne m'allait pas. Ça ne m'allait pas. Et ce qui est arrivé, c'est que ben, on a continué, bon an, mal an, à essayer de faire bonne figure dans notre couple, mais c'était très compliqué. Et il se fait que j'avais réservé un gîte en Camargue et on est parti en vacances avec les enfants. Ben, il y a les petits tours touristiques qu'on propose sur le dos des petits chevaux camarguais. Et j'ai proposé à tout le monde, mon mari n'était pas tellement d'accord, mais on s'est retrouvés tous ensemble sur les chevaux. Et une fois que j'étais sur ce cheval, je me suis dit, mais pourquoi je me suis privée de ce plaisir pendant autant d'années? Et quand je suis rentrée à la Commission européenne, bon, retournée dans mon boulot, je savais qu'il y avait une femme qui montait à cheval, une collègue qui montait à cheval. Je lui ai demandé de m'emmener, me montrer son manège. J'y suis allée. Là, je me suis inscrite au cours. Et puis, j'y allais, mais vraiment, j'y allais tous les jeudis, tous les dimanches. Ça me faisait vraiment une énorme bulle d'oxygène. Et puis, au mois d'août, il y a un nouveau cheval qui est arrivé, qui s'appelait Lancelot, vraiment un cheval magnifique, qui était réformé des courses et que tout le monde voulait le monter. Et il est arrivé. Il y a un truc qui me fait penser, il me faisait penser un petit peu à moi quand je suis arrivée à la Commission européenne ou dans le mariage. C'était, ouais, c'est super, c'est nouveau. euh, Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a des copains, oh, il y a plein de personnes, on me donne des carottes, c'est génial. Et puis, ben, au bout de 3 mois, il a trouvé ça beaucoup moins drôle. Il s'est petit à petit éteint, littéralement. Et puis un soir, je suis arrivée pour mon cours et il n'était pas dans son box. Il était au bout d'un couloir et on l'avait, pourquoi? Sans doute qu'ils n'avaient pas trouvé le matériel nécessaire. On l'avait attaché avec une chaîne. Et il était, mais complètement sans, sans énergie, à plat. Et je me suis dit, merde, comment le propriétaire qui dit de ce cheval que c'est le meilleur de ses chevaux peut le traiter comme ça? Donc j'ai été le voir et il a éclaté de rire en me disant, mais enfin, Florentine, c'est qu'un cheval. Et là, de nouveau, j'ai eu un choc en disant, comment ce gars qui a l'air de comprendre la psychologie des chevaux, qui m'enseigne l'équitation, est aussi en même temps à même de me dire, c'est qu'un cheval, on s'en fout. Et là, ça, je sais pas, il y a un truc ça a grillé dans ma tête. Et j'ai vraiment, en fait, je trouvais que ce cheval était dans le même état que moi. Et je me suis demandé lequel de nous deux était le plus déprimé finalement. On avait tous les deux le cœur brisé. Et pour faire court sur cette histoire, je l'ai acheté. Et en fait, je m'attendais à ce qu'il soit très content. Il l'était pas du tout. J'ai Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il y a plein de gens qui auraient revendu le cheval. Je me suis dit, mais pourquoi il n'est pas content? Et en fait, il m'a amené à me rendre compte que le fait de le laisser dans cette écurie-là où il était en boxe tout le temps, qu'il n'avait pas accès à la lumière du jour, c'était éclairé au néon,
il n'avait pas un seul brin d'herbe à manger, c'est que ses besoins fondamentaux n'étaient pas pris en considération. Ah, c'est intéressant le parallèle que tu fais avec ta propre histoire. Mm, mm. Ah mais oui. Et c'est vraiment ça. Et donc, j'ai pris soin de ses besoins. Je l'ai déménagé dans une écurie où il pouvait voir la lumière du jour, où il pouvait voir ses collègues chevaux à droite et à gauche, où il avait accès à une prairie. C'était moi qui devais l'amener, donc il y avait un temps, enfin, il y avait une réservation sur des tableaux et il fallait qu'on mette, voilà, mon cheval va y aller plusieurs heures le matin, de 9 heures à midi ou un truc comme ça. Ce qui n'est pas encore assez pour un cheval, il doit être dehors tout le temps. Mais à l'époque, c'était un tel changement pour lui enfin, il s'est ouvert, enfin, il m'a regardé et en fait, il est devenu mon professeur. C'est vraiment ce qui s'est passé. Voilà, de fil en aiguille, il y a des formations qui sont venues vers moi, des livres qui sont venus vers moi, euh, et c'était vraiment lui qui m'emmenait vers ça. Mon idée à moi au départ, c'était de m'occuper des animaux, donc j'avais suivi une formation en communication animale, puis j'ai suivi une formation en biokinésiologie animalière, et à chaque fois il me faisait, c'est pas par là. C'est les humains qui ont besoin d'être soignés. Nous, les animaux, on sait. On sait pourquoi on est là. Bon, d'accord. Et je suis tombée sur des formations qui avaient lieu aux États-Unis et je me suis rendu compte que ça existait aux États-Unis. Ils sont souvent bien en avance de nous sur bien des points et bien en arrière aussi sur d'autres, hein, on est d'accord? Et là, j'ai commencé à me former, puis je me suis rendu compte que en me formant avec le coaching, ce qui était acceptable dans des pays comme les États-Unis n'était pas forcément applicable dans la vieille Europe. Et j'ai créé ma formation en me formant moi-même au coaching et en appliquant les activités qui étaient proposées avec les chevaux, en les appliquant avec mes propres chevaux, parce que par la suite, euh, j'ai eu, euh, j'ai eu plusieurs chevaux. J'en ai plus que trois aujourd'hui, mais voilà. C'est comme ça que j'y suis arrivée. Aujourd'hui, tu es à un nouveau tournant de ta vie. Tu t'es installé dans le sud de la France. Tu parles de cette nouvelle expérience tu parles de cette nouvelle expérience dans ta newsletter. Et dans le dernier épisode, tu nous dis, je prends des risques. Le paradoxe est que je suis comme vous. J'aimerais avoir la certitude qu'en prenant telle ou telle décision, tout se passera bien. C'est un besoin humain fondamental. Cependant, il va à l'encontre d'une vie pleine de sens. Ce que tu veux dire, selon moi, c'est qu'on voudrait une vie sans problème ni risque, ce qui n'est absolument pas réaliste. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de vouloir à tout prix que tout se passe bien? Concrètement dans ta vie, qu'est-ce que ça a changé? Merci pour la question. Concrètement, alors j'aime bien dire ça parce que j'ai vraiment eu une accumulation euh, de difficultés de toutes sortes. C'est que quand on a des difficultés, euh, c'est Dieu qui vous envoie le signe que vous devez changer quelque chose à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment ça que ça m'a enseigné, en fait. Je pense que avant, ben, j'avais peut-être la tendance à dire, oui, mais c'est à cause de ceci, de cela, c'est à cause du temps, c'est à cause des gens, mais non, c'est moi qui dois changer. Et je pense que le plus grand changement, en fait, il est venu effectivement d'avoir pris ce risque. Et effectivement, prendre des risques, c'est aussi de savoir que ça peut bien se passer. J'ai pas noté ça chez toi, Florentine, mais dans ton discours depuis tout à l'heure, j'entends connexion finalement ou reconnexion, j'aime pas trop le terme, mais j'en ai pas d'autre pour l'instant, avec la nature, les animaux, ce qui pour moi relève de la spiritualité, parce qu'en fait, quand on se reconnecte à ça, on est beaucoup plus dans la réalité de ce qui est. Et tu nous parles aussi là de Dieu, de finalement le hasard n'existe pas, tout ce qui se manifeste est là pour nous aider à aller de l'avant. Oui, 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 oui.
Oui, oui, mais c'est vraiment ça. C'est, c'est, c'est lâcher cette idée de vouloir contrôler et se laisser guider. Parce que je pense que, voilà, bon, c'est peut-être une croyance qui n'appartient qu'à moi, hein, mais je pense que il y a un plan, on a un plan de vie, mais qui n'est pas nécessairement celui qu'on pense avoir, et que la vie, la vie, Dieu, vous choisissez le mot que vous voulez, elle vous prend par la main pour aller vous déposer là où vous devez aller et vous épanouir, découvrir ce qu'il y a à découvrir là où vous êtes. Qu'est-ce que tu es capable maintenant de voir dans la réalité que tu ne pouvais pas voir avant quand il n'y avait pas de sens? Il y a un truc très très fort qui est en train de se passer parce qu'il y a un ancrage au niveau de mes pieds qui se fait juste là maintenant, dans l'instant présent. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire que l'essentiel de la vie, c'est cet ancrage, c'est le moment où on est, toi et moi, en train de parier. C'est pas ce qui s'est passé hier, c'est pas ce qui se passera demain, c'est le sens, il est dans le moment même où l'on est. Il n'y a que ça qui existe. Et ça, c'est un cadeau magnifique. Oui, c'est la seule chose qui compte. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, on est en train de parler purement de spiritualité. On est en train donc de parler de l'essentiel de l'existence. Bon, je vais te poser une question, mais je pense qu'on connaît déjà la réponse. C'est la dernière de cette interview. Cette compréhension que tu as maintenant sur la réalité de la vie ou de Dieu, je ne sais pas comment toi tu l'appelles, est-ce que ça t'apporte une forme d'auto-soutien émotionnel au quotidien? Oui, absolument. Même si l'instinct de survie est là, parce que voilà, le stress peut monter, mais je sais aujourd'hui que c'est juste une sorte de message de notre cerveau, de notre mental, qui essaye de faire le bien et qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas, en fait. On est arrivé à la fin de cette interview, Florentine. Je laisse le mot de la fin à mes invités. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, je voudrais rajouter de faire confiance à la vie. Même s'il y a des moments qui sont très très durs, tout arrive pour une raison. Et merci, merci, merci Christelle, parce que c'était un très très agréable moment passé avec toi. Pour moi aussi, je te remercie, Florentine. Je mettrai, chers auditeurs, des liens dans le descriptif de cette interview pour que vous puissiez retrouver Florentine facilement. Rejoignez-moi tous les 15 jours pour remettre en question les dogmes de la conformité et découvrir votre propre chemin vers un avenir meilleur, plein de sens et d'innovation pour tous, planète comprise. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur l'épisode. Merci.